crois un peu seul au monde ici. Là, tout à l'heure, on va se faire une petite sieste. Après, on va rattaquer la pêche. Belle tipule. Le cousin, celui qu'on voit voler, le gros chez nous avec les grandes pattes. La tipule nage dans les vagues, c'est radical. Alors sur les conseils de Norbert, qui tient la caméra, ayant vu des cousins, qu'on appelle tipule, une petite tipule qui nage dans les vagues, et ça a fait. Merci Norbert. Un petit saumon de fontaine. Reproduction naturelle. Jambon du pays, tarte aux myrtilles. C'est un moment fort de la journée, c'est casse-croûte. Le plaisir de pêcher des gens en lac d'altitude, c'est déjà l'accès, puisque ça nous fait vraiment une très bonne et belle randonnée. On risque de rencontrer personne et d'être vraiment tout seul en pêche. On a l'impression que le lac nous appartient, quoi. Et on va commencer donc cette marche tranquillement. Donc ça va nous emmener au lac du Petit. On en a pour une heure et quart à peu près. On va continuer à monter tranquillement. On va passer tous ces gros blocs. On va aller en direction du petit torrent là, que l'on voit, que l'on aperçoit. Et le lac va se trouver donc un peu en contre-haut, juste sur ce petit col. Et on va arriver donc sur le dernier plateau, puisque là on va voir 3 plateaux successifs. Donc sur ces lacs d'altitude, on va trouver donc pas mal d'insectes aquatiques bien sûr et aussi des insectes terrestres. Alors ces insectes terrestres et aquatiques viennent principalement des cours d'eau, mais aussi et surtout des zones humides, comme celle-ci que l'on a juste en face de nous. C'est-à-dire que ces insectes vont partir en éclosion. Donc ces insectes qui ont pris leurs envols vont arriver progressivement sur les lacs. Voilà, donc là, arrivé sur le lac, donc on n'a pas beaucoup de gobage encore. Bon, les insectes vont commencer vraiment à se mettre en vol. Ce qu'il nous faudrait maintenant, ou dans la demi-heure qui arrive, ou dans l'heure qui arrive, c'est un peu de vent, de manière à ce que ça anime un peu cette surface. Alors c'est un lac de très haute altitude, on va dire, puisque ce lac se situe à peu près, on va dire, presque 2600 mètres. Alors c'est un lac 100% naturel qui a été alviné de cela il y a déjà, on va dire, une bonne vingtaine d'années en saumon de fontaine. Donc des géniteurs qui ont vraiment très bien fait, puisque le saumon de fontaine se reproduit très bien. On va trouver aussi de la truite fario dedans. Cette truite fario a un faible taux de reproduction, donc on est quand même obligé, pour maintenir cette espèce, d'introduire à peu près 400 à 500 alevins de l'année. Donc ce sont des poissons qui sont à 3-4 cm. Voilà, ça tous les ans, tous les étés. Ces poissons introduits donc, depuis quelques années savent qu'il leur faut de la nourriture pour passer l'hiver. Donc ils vont vraiment se gaver pendant toute la période estivale. Donc en pêche, on va axer principalement en sèche, donc en pêche de surface. Par contre, on essaiera, si jamais ça ne marche pas, on essaiera bien sûr de descendre. Et on s'apercevra que plus on va descendre et plus on risque de toucher du saumon de fontaine et non de la truite fario. Donc le saumon, il va vraiment être calé donc, sur ces parties herbeuses. La truite fario, si elle est vraiment calée, elle aura du mal à sortir des blocs. C'est un petit saumon de fontaine. La nourriture aussi des saumons de fontaine là, qui ont tendance à venir vraiment très près du bord, et notamment sur cette zone humide, pour remonter et se mettre à l'affût dans le courant. Si l'on regarde un peu près, juste en contrebas, on va voir des têtards de grenouilles rousses. Donc la grenouille rousse, c'est une espèce protégée en montagne. Donc c'est vrai que ces têtards vont passer un peu au casse-croûte. Poisson. Voilà. Une belle fario, belle truite fario. Donc ces truites qui sont mises dans ces lacs d'altitude sont mises à des tailles de 2-3 cm. Ce sont des alevins de 0+. Un beau poisson. Quelques cobages, ça a l'air de s'animer un petit peu avec le vent.
On a changé un peu de secteur. C'est vrai qu'on n'avait plus trop de gobage là, sur le côté gauche. Donc on s'est mis vraiment face au vent où normalement les insectes sont vraiment sont poussés de ce côté-là. Donc on a un petit plateau et puis une cassure qui se trouve à une quinzaine de mètres. On a quelques poissons qui sont actifs là. Donc là c'est une imitation de sedge, de trichoptère. Donc l'aile est faite en poil de marmotte et la collerette en cul de canard. Donc cette imitation de trichoptère, on en trouve pratiquement sur tous les lacs de montagne, hein, plus ou moins. Et ce sont des mouches qui marchent bien et qui flottent très basses sur l'eau. Donc là, l'avantage de ces lacs qui ne sont pas trop grands, on va dire, c'est qu'on peut facilement changer d'accès, changer de poste, faire le tour une fois, deux fois, trois fois. Et en fonction de l'activité des poissons, c'est vrai qu'il faut se déplacer. Donc là, on va partir, on était vraiment sur un plateau avec les saumons. On va aller pouvoir faire un petit tour vers les gros blocs, histoire de faire sortir un peu quelques farios. Et si ça ne marche pas en surface, donc en sèche, on va essayer de les faire venir sur des petits streamers de couleur noire. L'avantage de ces blocs, de ces gros blocs, c'est qu'on peut vraiment être en surplomb par rapport au poisson. Et c'est vrai que c'est très sympa parce que le poisson, on voit monter le poisson sur la mouche et ça à 2-3 mètres du bord. Donc au niveau des réflexes, ça peut être très sympa, quoi. Un petit poisson, une petite fario qui est sorti juste dessous les rochers. Joli poisson, très beau poisson. On sèche. Une belle fario avec des petits points rouges et noirs. On va leur donner la liberté, tranquille. Donc là, on n'avait pas beaucoup d'activité de surface, donc les poissons avaient du mal à venir chercher en surface. On a quand même du fond, là, on a à peu près une dizaine de mètres de fond. Donc je me suis mis avec une S3 et un petit streamer noir. La base un peu des lacs d'altitude, le noir, le brun, le bordeaux. Voilà, un beau petit saumon de fontaine. Voilà. Un beau petit poisson, fario. Hop là. Allez. Allez, pris dans les vagues, avec un petit sedge en chevreuil. Ils sont quand même bien fatigués ces petits poissons quand ils arrivent. C'est vraiment des poissons qui sont en pleine forme. Allez. Des beaux petits géniteurs. Voilà. On a sur certains secteurs des lacs qui sont fermés, sur lesquels on va avoir beaucoup d'études. Donc l'étude va consister à travailler sur le cristivomeur, savoir si la taille de 30 cm est judicieuse par rapport à des lacs de haute altitude ou si au contraire il faut la descendre. Et comment gérer ces lacs en fin de compte, puisqu'on a, nous, au niveau de la PPMA, quelques idées, mais est-ce que ce sont les bonnes ou pas? Donc ces études vont nous permettre d'orienter, de nous orienter et de voir dans quelle direction est-ce qu'il faut aller. Il va bien falloir qu'on se mette tout autour là. Ouais, pour bien faire monter le filet, tu vois. On va le déplacer.
Alors, on a beaucoup de lacs sur le canton de Bourg-Saint-Maurice, mais celui-ci, c'est le plus beau. On pourrait dire que c'est un géant parce qu'on est à 2850 mètres d'altitude. Il fait 42 mètres de profondeur, ce qui est exceptionnel. Il fait 7 hectares. Donc déjà, ça impressionne. C'est quand même le lac piscicole le plus haut de France. Et là, en plus, on a une population monospécifique, donc du Canada. Ce qui est rare, parce qu'en général, la gestion des lacs a été faite un petit peu de manière empirique. Et souvent, on a des lacs avec des populations multiples. Et donc finalement, les études sont très complexes. Alors que là, on a une population. Et donc, il est intéressant de savoir comment elle a pu s'adapter, quelle est aujourd'hui son évolution. Ce que je pensais quand ton prélèvement il est fait, tu prends ton filet comme ça, tu bloques le prélèvement que tu as fait, et puis tu le hop, et là automatiquement tu fermes, t'as juste à le bloquer à ce niveau-là. Elle est fraîche. Et ça va encore. C'est bon là? Ouais. Allez, on est parti. Donc en 90, on a mis dans ce lac 1400 ombres du Canada. Et ensuite, principe de précaution, si l'on peut dire, nous l'avons fermé pendant 14 ans pour essayer de voir comment cette population évoluait, pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec, disons, la pêche. Puisque précisément, on pense que ce lac est tellement exceptionnel qu'il est en fait une sorte de laboratoire in situ. En fait, on a fait une colonne d'eau, c'est-à-dire qu'on a pris on a mesuré plusieurs paramètres sur une colonne d'eau, tous les mètres, et on a regardé donc la température, l'oxygène, la conductivité, le pH, et ce qui permet de voir un petit peu déjà un état de santé, de fonctionnement du lac. On a déjà l'oxygène jusqu'au fond, donc c'est très intéressant pour la vie piscicole. Et puis température, 7 degrés en surface, 4 degrés au fond. Donc, voilà. En fait, cette méthode-là, elle regarde la capacité biogène en fonction de la profondeur. La capacité biogène, c'est la capacité à faire de la vie. Ça peut se mesurer grâce à l'étude des larves d'insectes, des mollusques qui colonisent le fond des lacs. En particulier, ce que les pêcheurs appellent souvent des vers de vase, c'est des larves de chironomes, des larves d'un petit diptère. Là, on en trouve dans tous les milieux aquatiques. C'est ce qu'on appelle la biodiversité, si vous voulez. Et là, ce lac-là, on pense qu'il ne perd pas ses capacités biogènes avec la profondeur parce qu'il est très, très oxygéné. En revanche, comme c'est un lac qui est très froid et peu minéralisé, il a quand même une capacité biogène qui est très intéressante, mais qui est limitée naturellement. Elle doit être à 24. Le cycle de vie finalement du Christivomer fait que c'est quand même un poisson, du fait de son aire d'origine, relativement rompu aux conditions un petit peu extrêmes. Ici, ce qui est un petit peu étonnant, c'est au-delà des conditions un petit peu particulières de milieu, c'est surtout l'isolement du milieu, où ce poisson apparemment a réussi à développer un fonctionnement autonome de population. Puisque donc depuis les années 90, il n'y a eu aucun déversement, et aujourd'hui on se rend compte qu'on trouve différentes classes de taille, sous-entendu des signes de reproduction avérés de l'espèce sur le lac. Au niveau régime alimentaire, le Christivomer, en l'occurrence ici, il va d'une part se contenter d'un peuplement invertébré relativement spécialisé et peu diversifié, étant donné l'altitude. Il va également donc taper dans son propre stock, finalement, par cannibalisme et manger ses congénères. Alors, notre objectif, c'est évident, c'est un objectif, on a une approche purement écologique d'abord, puisque finalement on étudie un biotope et les organismes vivants qui sont dans ce biotope. Ça, c'est le premier objectif, c'est la première phase qui est nécessaire. Mais le deuxième objectif, nous sommes des gestionnaires. Donc à partir des connaissances que l'on va acquérir, on va tenter de définir une gestion la plus rigoureuse possible. Jusqu'à maintenant, notre gestion, ça a été une gestion de protection. Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce que la taille de l'ambre du Canada, la taille légale, la taille pêchable, qui est actuellement de 35 cm, est adaptée? Donc, ce sont les questions que l'on va se poser. Pour le moment, on n'a aucune notion de la densité au sein du lac.
Donc ça c'est l'objet des pêches au filet maillon qui seront réalisées à partir de demain. Le but étant de nous donner une image un petit peu à la fois de la structure de population et d'autre part d'avoir une idée de l'abondance de l'espèce sur le système lacustre. Donc on espère en effet un niveau de synthèse suffisamment correct pour qu'on puisse ensuite extrapoler finalement nos connaissances sur d'autres lacs déjà en Savoie. Si ces études ont suffisamment d'ampleur et qu'elles puissent servir naturellement à d'autres fédérations ou à des bureaux d'études, bureaux scientifiques, tant mieux. Ça veut dire que là, on aura été à la hauteur de l'enjeu. Alors là, on est au lac du Petre, dans la vallée des Avals, une vallée qui est derrière Courchevel. Et là, on trouve essentiellement dans celui-là de la truite arc-en-ciel. Là, elles sont en train de manger, je pense, une éclosion. Donc elles mangent sous le film de la surface. Donc pour nous qui sommes encore en sèche au-dessus de la surface, elles ont du mal à venir nous prendre. Elles sont vraiment très timides, ou elles essayent alors de couler notre mouche. Il faut vraiment qu'on passe en émergente, petite émergente en cul de canard, qui va être collée dans la pellicule. C'est-à-dire qu'il est en train vraiment de naître et de passer sur l'eau. T'es en combien en bas de ligne? Je suis en 14. Je connais essentiellement le lac du Pet, le lac du Merlet. Je fréquente que ces lacs. Ah, c'est mon coin, c'est un peu ma vallée que j'adore. Et je ne vais pas dire que c'est mes lacs, parce que les lacs sont ouverts à tout le monde, mais presque. J'adore l'endroit, le paysage. On est une bonne bande. On avait toujours, avant de rentrer à l'école, donc début septembre, fin août, on montait toujours à la pêche. On faisait une nuit en refuge et le lendemain, on allait pêcher. Ça fait 10 ans qu'on fait tout le temps ça. Et on se fait toujours aussi les ouvertures aussi, entre copains. Alors là, on va trouver quand même pas mal de trichoptères, qui renomment très peu, mais essentiellement des insectes terrestres. On va être sauterelles, on va être sur des grillons, on va être sur des imitations un petit peu de tipules. Et là, en l'occurrence, le changement de mouche. Donc le changement de mouche, c'était bien ça, se prenait dans la pellicule. Toutes les années, notre date fatidique, c'est le premier week-end de juin que ça ouvre, parce que c'est le calme le plus total. On pêche dans des décors absolument incroyables. C'est vraiment, c'est pêcher un petit peu au paradis. Et si on attaquait celle-là là, qui arrive. Les membres de l'équipe de France de pêche à la mouche montent assez souvent là. C'est des lacs qu'ils adorent, quoi. Parce que c'est vrai que le biotope est vraiment particulier. Les eaux sont superbes, sont claires. Donc à certaines heures de la journée, on est vraiment à vue. Donc on voit vraiment très très bien ce qui se passe. En règle générale, le plaisir c'est de les pêcher en sèche, l'altitude, parce qu'il y a une activité qui est constante quasiment toute la journée, contrairement en plaine où c'est très tôt le matin, où on fait ce qu'on appelle le coup du soir. Ça c'est dû au fait que les poissons sont plus sur des insectes terrestres, c'est-à-dire que les terrestres vont tomber à l'eau avec le vent un petit peu toute la journée. Donc le poisson n'attend pas qu'il y ait une éclosion, n'attend pas quelque chose vraiment de spécifique, il va s'alimenter un petit peu toute la journée. Elles sont bien vigousses, à cette altitude, l'eau est bien riche en oxygène. Elle est partie.
première de la journée, on va dire. Avec une queue de canard noire. Ça a l'air de bien marcher comme ça. On est arrivé à 4h30, c'est 5h. Ça devrait commencer à bien marcher. Qu'on suscite vraiment leur gobage parce qu'elles sont très timides. Donc il faut qu'on fasse un petit peu, qu'on les excite en fait. C'est-à-dire qu'on fasse sauter un petit peu les mouches sur l'eau, genre un terrestre, faire comme si le terrestre, ils se dépatouillaient dans l'eau pour vraiment qu'elles deviennent agressives et que le gobage soit franc. Parce qu'autrement, elles prennent vraiment très 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 timidement, elles viennent voir du bout des lèvres, comme on dit, et c'est très très dur de les ferrer. Alors qu'en agaçant un petit peu, on suscite la réaction d'agression, comme à côté de mon collègue. Je savais que celle-là, elle voulait. Cul de canard olive. Ah bah c'est ce que j'ai mis là, tu vois. Ça va bien. Faut juste que j'arrive à le propulser. Une mini. Un bébé. On va te relâcher. Et voilà. Bravo. Voilà, une petite truite qui a succombé à un petit coléoptère, donc un petit terrestre. Par contre, c'est des truites qui sont très très difficiles cet après-midi. Elles prennent très très finement. Allez ma belle. Le petit arc. Voilà, tu vas retourner dans l'eau. Voilà, petit coléoptère noir. Avec dessus une petite mousse un petit peu verte et orange pour que nous on puisse la voir. Le poisson ne voit pas, on voit juste de dessous. Un petit coléoptère avec les pattes. Donc un petit terrestre amené par le vent. Et puis ben, ça remplit son office. Canard olive, merveille. Hein. Canard olive, vas-y monte. Hein. Ah ouais. Là, je vais essayer un kiro de surface. La boule de polystyrène va lui permettre en fait, de juste de rester. Le poisson va juste voir ce qu'il y a dessous. Vu qu'elles sont super fines en sèche, elles viennent essayer de nous aspirer, elles ne nous gobent pas franchement. Donc on va essayer de passer juste en dessous de la surface. Ah, un peu plus de bonne augure. Là. Kiro de surface a porté ses fruits. Hop là. Donc elle prenait bien juste en dessous de la surface. Hein. Avec le kiro, on a réussi à les faire monter. Bon, kiro de surface, ça a été radical. Non, on sait ce que vous mangez. Je crois qu'ils ont décidé de faire la grève de la faim. Eh ben pas nous. On va aller manger une bonne fondue maintenant au refuge. Tchou, reste dehors toi. Hop. Hop. On était en sèche, on était en bas au Pêtre. On a fait le Pêtre. Là, demain on est au Merlet. Nous c'est on est au Merlet demain. Ah ouais. Bienvenue au Grand Plat. Un vrai refuge de montagne. Alors, tout le monde parle avec tout le monde. Hein. Tout le monde est bien détendu. C'est une belle ambiance, comme on aime. Avec des amis belges, je crois, dans le coin, hein. Des amis qui doivent être un peu d'Alsace, là-bas. Et là-bas, vous êtes d'où?
Les moucheurs, vous êtes d'où? D'Alsace. Ça c'est un très très beau pays. Là, on sent vivant, hein. C'est pas touillé comme il faut. Ah, attention. Là, on a quand même un professionnel du touillage. Il tourne en 8. C'est ça la technique. Non, ça s'appelle chewing-gum. Ah oui, ça c'est... C'est la récompense, on veut dire. Voilà, ça Enfin, c'est... il y a le poisson que c'est la récompense, puis après il y a la bonne bouffe, la bonne petite boisson qui va avec. Notre côté épicurien, quoi. Hein. Ça c'est un tout, je crois. Là, on va prendre des forces parce que demain matin, 5h30, reparti pour un tour, on est parti au Merlet. Et là, on va être bien. Là, on va être dans notre petit paradis, là. Ça va être super. Alors là, on se trouve au lac Merlet, au Merlet inférieur. C'est un lac qui est accessible de deux côtés différents de Courchevel. D'un côté, il y a 1h30, voire 1h03 de marche, de l'autre quasiment 3. Voilà, avec une population d'arc-en-ciel, une population de farios et des saumons de fontaine. Dans celui-là, il y a entre 11 et 13 mètres de profondeur. Donc elles passent l'hiver sans problème, même que ce soit gelé sur 1 mètre, elles ont toujours quand même de l'espace. Là, j'ai mis un petit moucheron, un petit spent, un petit moucheron mort, les ailes en croix sur l'eau. Tous les petits insectes qu'on dû voler hier, il doit encore en rester qui doivent être morts sur l'eau. Et les petits gobages qu'elles doivent faire, ça se trouve, elles sont là-dessus. Les gobages sont vraiment timides. À l'âge de 5 ans, mon oncle me faisait pêcher les vairons au bord du lac avec un bout de bois et un petit hameçon. Et puis après, je me suis mis à la mouche parce que j'ai vraiment été passionné par ce genre de pêche. Je vais mettre un gros truc pour leur faire peur. Ouais, je vais partir avec une petite araignée comme ça, moi. Là, on est très tôt le matin. Dans beaucoup d'endroits, c'est là où il y a la plus grosse activité. En lac de montagne, pas obligatoirement, je dirais même pas du tout. Ça attaque vraiment en activité plus tard, dès que le vent commence à se lever, quoi. Et puis l'après-midi, avec l'apport des terrestres, ça leur déclenche vraiment la faim et l'activité. Alors là, en face, on a 2 Alsaciens qu'on a rencontrés hier soir au refuge du Grand Plan. Pour l'instant, ils ont autant de réussite que nous, vu que les truites ne sont encore pas en activité, ils n'ont encore pas décidé encore de s'alimenter. Donc, comme on dit communément, on se chauffe le bras en attendant la bonne heure. C'est un lac qui est très agréable à pêcher parce qu'en fait, il n'y a pas trop de talus aux alentours. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il perd beaucoup d'eau. C'est ça qui est dommage. Le week-end dernier, on pêchait de là. C'est ma trace des pieds, elle est là. Et le lac, il était là. Donc, il est descendu il a perdu 2 mètres. Il n'y a pas vraiment d'explication parce que les lacs, avec les différents lacs, ils se régulent tout seuls. Donc ça va monter, ça va descendre. Bon là, ça a monté parce qu'on a eu un hiver exceptionnel, avec un très très bel enneigement. Mais après, ils se régulent au fur et à mesure, ils se régulent et on ne sait pas exactement où va l'eau. Il y a des rivières souterraines et des tests qui ont été faits en mettant des colorants, mais ça ne sort pas aux rivières normales. Donc il y a un réseau, vraiment un réseau souterrain à travers les montagnes. Ouais. Et pendant qu'on parle, ça rentre en activité sur le lac. Ça y est. Là, petite. Ça y est, le vent se lève. Et l'espoir renaît avec lui. Même si je perds 2-3 mètres comme ça là, pour shooter c'est plus facile parce que là autrement on est obligé de fouetter canne haute et on est obligé de fouetter dans ce sens-là. Et on ne peut pas véritablement dérouler tranquillement. Donc c'est vrai que d'en haut, là derrière, j'ai beaucoup plus de place. Là, elle est là. Hop là, sur la voie. Allez.
Pas bricoler. Émergent de trichoptère, hein, ça y est. Je me suis pris 2 gros refus sur des culs de canard. Et là, émergent de trichoptère, à l'eau, pris. Voilà, petite truite du merlet qui commence tout juste à s'alimenter. C'est 9h. La chaleur a commencé à monter, les premières éclosions. Et voilà. Et elle gobe la mouche. Tu le gobe 2 fois le fil. Et c'est parti. Là. Hop, décroché. Décroché. Cassé. Je viens de me faire péter au ferrage, Matt. Je vais repasser en 14 parce que là en 12, je suis un peu trop léger dans les vagues. C'est assez violent comme attaque. Ouais. Bah, émergente de tricot, hein. Cherche pas. Là, je mets à l'eau, ploum, ploum, ploum. On va passer sur du 14. Un petit peu plus résistant pour pas avoir la même mésaventure. Attends, je vais te donner un bon bout de tome à Dédé, avec un bon vieux pain qui dure une semaine, bien sûr. Tiens, mon amie alsacienne. Puis quand même, le prince des gruyères, parce qu'on est quand même sur ces terres, hein, le Beaufort. Merci. Et dites-moi voir ce que vous en pensez. Mais est-ce que Norbert, il veut pas aussi un petit bout de tome par hasard? La montagne, c'est ça. On partage ce qu'on aime. Je crois que c'est ça l'essentiel de la vie. Il y a pas. Elle se rapproche de ta soie. Ramène. Bouge plus là. Vas-y Steph. Elle revient. Rejette. Elle est à droite là-bas, regarde. Elle arrive sur Denise. Denise, tu bouges plus. Ah, ça c'est beau. Voilà. Beau, ça. Bataille, hein. C'est beau ça. Là. Ah, superbe poisson que j'ai pris là. Là, en fait, j'étais en mouche de mai rousse. Et là, je la voyais gober, elle était trop loin pour moi, comme il y a la butte derrière. J'avais du mal à l'atteindre. Et à un moment donné, elle gobe et j'avais une mouche à 5 mètres d'elle. Je dis, je vais la laisser, peut-être qu'elle viendra. Et finalement, j'ai vu monter la prise, c'était fabuleux, quoi. Et là, superbe combat, poisson magnifique, bien dodu. C'est des émotions, surtout dans les lacs de montagne comme ça. Nous, on pêche beaucoup en réservoir, où on met beaucoup de poissons.
Ici, la densité est moindre, donc c'est plus difficile. Donc quand on prend surtout un beau poisson comme ça, c'est d'autant plus de plaisir, il n'y a pas photo, quoi. Un petit peu dur au niveau thermique aujourd'hui. C'est chaud de l'eau, hein? Ouais, je t'en foutrais, moi. Merci. Monter dans le bateau, je te traîne. Ouais, tu peux me traîner. En fait, c'est juste que j'ai pas envie de faire d'efforts avant de descendre. Plus on trouve de la faune profonde, de la faune benthique, la faune dans les sédiments, plus ça veut dire que c'est oxygéné, que la matière organique se minéralise bien, que donc que la matière organique est accessible à ces larves. Et donc ça montre que le lac il fonctionne bien. Et là, dans l'échantillon à 42 mètres, il est fort probable, étant donné qu'il est très bien oxygéné, qu'il y ait aussi de la faune. Tout écosystème est intéressant. Le problème, c'est que la plupart des écosystèmes sont très pollués et on est obligé de monter à 2800 mètres dans des conditions parfois difficiles pour trouver des lacs qui devraient être indemnes de pollution. Devraient, parce que malheureusement, il y a aussi la pollution atmosphérique. Mais bon, c'est une sorte de pollution et qu'on peut arriver à essayer de démêler des autres. T'as pas froid, Jean-Marc? Un grand nombre de grands lacs très profonds, que ce soit le Léman ou le lac Neuchâtel, avant qu'il y ait des problèmes de pollution par surcharge de nutriments, par trop d'azote, trop de phosphore, trop de matière organique, puis aussi des toxiques, on avait de la faune en très grande profondeur. Dans le lac de Neuchâtel, par exemple, il y avait de la faune jusqu'au fond, 180 mètres. Bien, là on est en train de relever les filets verticaux qui étaient placés sur le point de plus grande profondeur. On appelle le C-Max. Donc là le but c'est de remonter petit à petit des nappes qui pour le coup sont descendues à 40 mètres de fond. Et donc lorsqu'on capture un poisson, lorsqu'il y a un poisson de maillet, le principe est de relever la dimension de la maille dans laquelle il a été capturé, la profondeur de capture, et ensuite sur le bateau il est directement pesé et mesuré un petit peu à l'image de ce qui se fait en berge avec les autres engins de pêche. À l'occasion des levées de filets, on s'est aussi rendu compte, on a confirmé l'observation des plongeurs d'hier, c'est qu'on a des algues à environ 24 mètres, c'est ça. Non, je suis pas sur la chute. Donc ça c'est ceux qui prennent le dessus sur les autres et qui s'en nourrissent, quoi. Voilà une belle pièce. Hein, oui, c'est vraiment une tête épaisse de fario. Ah oui. On est en train de déplier des filets araignées. C'est des nappes de 2 mètres de hauteur et qui ont été posées donc, sur les habitats de bordure. Donc on a échantillonné, on en a posé 4. Donc on a échantillonné 4 habitats de bordure. Il y a 24 heures de tendu, donc on les a posés hier, c'est-à-dire jeudi fin de matinée. Ils sont restés donc toute l'après-midi d'hier, la nuit, et là on les relève ce matin. On est sur une période de 20 à 24 heures de tendu. Alors, 278, 108 grammes. Donc j'ai pris la taille, j'ai pris le poids. Maintenant je vais prélever les écailles
Ça sera après étudié plus tard en laboratoire pour connaître l'âge du poisson. Puis je vais lui prélever également l'estomac. Généralement, dans la bibliographie, les cristis qui font 35 cm, ils ont entre 6 et 7 ans. Moi, je pense que pour les petits poissons, les croissances vont être beaucoup plus faibles que pour les gros poissons, parce qu'en fait, eux, ils vont se nourrir essentiellement d'insectes au départ, et puis au bout d'une certaine taille, ils deviennent essentiellement ichtyophages. Donc les plus gros vont se nourrir des plus petits, et là, forcément, le rapport entre ce qu'ils vont avaler et le nutriment est beaucoup plus important. Donc ils risquent d'avoir des croissances plus rapides quand ils sont plus gros, et des croissances plus faibles quand ils sont plus petits. On voit d'ailleurs que on le verra un peu plus tard, mais qu'ils sont relativement filiformes, plutôt maigres, alors que les deux gros cristis qu'on a pris, ils présentent un relatif embonpoint quand même. Hein, donc je pense que dans l'estomac, on verra bien qu'ils ne sont pas nourris de chironomes, mais on retrouvera essentiellement des jeunes cristis, quoi. On est dans une étude scientifique. Donc en fait, est-ce que la pêche permet de recueillir des bonnes données? Oui. Parce qu'en effet, on a des poissons de plusieurs tailles. Donc en fait, on va avoir un échantillonnage qui va nous permettre de voir la croissance du poisson et également les différents types d'alimentation. Oh, ça c'est super. Le poisson entier. Ah, c'est cool ça. Parce qu'en fait, il gobe et après ça devient comme ça. Ouais, c'est comme les serpents, ça. Ouais. Oh là là, des poissons entiers. Tu mets l'estomac avec. Et voilà les flacons à bébé. Voilà. Lorsqu'en 1990, donc, on a mis ces poissons, on n'avait pas, compris sans aucun doute l'aboutissement de cette politique-là. Et aujourd'hui, on voit exactement ce qu'on a fait et on s'aperçoit qu'en effet, on ne s'est pas trompé. Et on a aujourd'hui à notre disposition un lac exceptionnel et on a une étude exceptionnelle. Donc finalement, les 20 années qui se sont déroulées ont permis à ce lac de s'auto-gérer. Et aujourd'hui, on va avoir donc des données qui vont permettre de compléter, de connaître un peu mieux le cristivomeur. Alors, elle est froide. Je vais. C'est l'eau chaude. C'est que d'eau, ça? Visiblement. On a besoin du bol. Chaque année, le CA me disait quand c'est qu'on l'ouvre, je dis non, on l'ouvre pas, on le laisse. Ça pourra servir pour plus tard. Finalement, on a un patrimoine biologique peut-être pas originel, mais original, à conserver, quoi, qui présente un intérêt halieutique assez médiocre. Les poissons sont quand même relativement maigres, mais un enjeu biologique intéressant, quoi. Donc ça serait d'avoir une gestion conservatoire plutôt qu'une gestion halieutique dessus. Parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas d'idée de quel impact pourrait avoir une pression de pêche sur cette population un peu spéciale. Ouais. Ouais. Et donc ça en ferait un lac doublement encore exceptionnel au niveau national. Voilà. Ce que je voudrais, mais là c'est une opinion totalement personnelle, j'aimerais encore qu'on ne sache pas tout et qu'il y ait encore des incertitudes parce que je pense que c'est ce qui permet encore le rêve. Et lorsque je suis face à ce lac, je préfère parfois rêver que de savoir. Parce que si on met tout en équation, à un moment donné, on va avoir l'impression de pouvoir gérer au millimètre près, et je pense que c'est là où est l'erreur. Par moment, il faut se devenir modeste et rester humble en disant « je ne sais pas ». Donc, à ce moment-là, on arrête. Et on va gérer de façon encore beaucoup plus prudente, parce qu'on ne sait pas. Oui, en fait, on est face au Mont Blanc, face à l'aiguille du Midi. Et on va monter au lac du Brévent. Et on a 2 petites heures de montée, quoi. 2 petites heures de montée, à la fraîche. À la fraîche. C'est une drogue, on ne peut plus s'en passer. Hein, mais... Là, on a le soleil qui se lève sur le Mont Blanc. C'est magnifique. Là, ça va, campagniter. Il y a une source, on va profiter pour changer l'eau des petits poissons, pour les garder en vie.
Ça, c'est pour nous mettre en jambes, ça. Ce qui fait le réveil de pêcheur, c'est la marche. Hein. On marche, là, ce matin on a marché 2h30 de temps avec un super panorama. Puis être avec des amis. Je suis souvent avec mon ami Roland, là, on pêche ensemble. Ouais, c'est un gros marcheur aussi, lui. Des gros poissons qui se méritent. On fait pas mal de poissons tous les deux dans les lacs. On est sûr de faire du poisson sauvage, de la vraie truite, qui est bonne à manger et tout. On respire l'air pur ici, on n'est pas stressé. On arrive vers un lac qui est sensationnel, qui est propre, qui n'a pas de bruit. On est bien. Nous sommes arrivés au lac du Brévent après 2 bonnes heures de marche. Il n'y a pas foule, hein, pêcheurs. Hein. Le cadre. Hein. On n'est pas bien là. Pas de bruit, pas de vagues. C'est le paradis là, paradis des pêcheurs. Je vais mettre la nasse pour attraper des vairons. Ouh, tous ces petits alevins qu'il y a. Dans le déversoir, il y a des vairons aussi. Les truites ici, elles se nourrissent essentiellement de vairons et de mouches. Hein. Là. Autrement, les lacs de montagne, le meilleur moment, c'est peut-être septembre, octobre. Elles viennent se ralimenter pour passer l'hiver. Et on peut faire du beau poisson au vairons maniés. Voilà. On a la nasse qui est pleine de vairons. Là. Je pêche en lac de montagne depuis l'âge de 14 ans. 14 ans, avec mon père, mon frère. Bon, je fais mes 100 poissons dans l'année. Je relâche beaucoup mon poisson. Avec la paque comme on pêche, le poisson est juste pris au coin des lèvres. Alors il n'est pas abîmé. On ferre à la touche, on ne laisse pas mordre. Je trouve que j'ai plus de sensations avec un cadre qu'avec un moulinet. Et je suis plus précis. On tient le cadre comme ça pour fermer son fil. Et au moment où on lance, on ouvre le cadre. Voilà. On va laisser descendre le vairon. Et puis on remouline tout doucement. On cadre. C'est un système ancien, mais c'est le meilleur des moulinets. Wow. Celui-là, il y a des années. Hein. Mais c'est enfin, moi, je sais que chez moi, j'ai des moulinets, mais je ne m'en sers pratiquement pas. Avec un cadre, on peut aller très bien à 50-60 mètres. Hein. Tranquille. Hein. Mais bon, c'est une pratique qui se perd un peu maintenant. Là, avec ma canne, je fais un mouvement de haut en bas. Je fais dandiner mon vairon et je ramène tout doucement. C'est pour ça que dans le temps, on pêche à la dandinette. Là, je regarde s'il y a un poisson qui suit. Je vois arriver mon vairon, là, avec un effet dandine. On voit mes coups de canne que je donne. Le vairon, il va de haut en bas. Je donne des petits coups. Bon, on bouge assez à la dandine. Il faut au moins donner 10 coups de dandine à la même place pour bien voir s'il y a un poisson, mais normalement, au premier coup, il doit venir. Une belle gamouchée, là. Ah. Là, en voici une. Oh merde, elle a lâché. Il n'y a pas un sacré coup dedans, là. Puis je crois que là, c'est midi moins le quart, c'est l'heure de l'apéro, mais elles n'ont pas l'air d'y venir. Hein. Là, je vais monter un petit flotteur. Je vais mettre une sauterelle. Vu qu'elles ne veulent pas de vairons. Ah, elle y est. Oh, elle est belle. Oh, non, une petite. Je parie à la sauterelle. Ouais, je vais peut-être m'y mettre aussi si ça donne à la sauterelle. Pour en profiter. Regarde. El Fario. Elle est jolie, hein. Ça, c'est beau au point. Là, j'ai changé d'hameçon, j'ai mis un hameçon un peu plus gros et on va essayer au vairon hauché, au vairon vivant. Hop. Ah. On va laisser travailler maintenant, on va voir.
S'il y en a une qui veut se suicider, quand on vient ici, on pense à plus rien, on se vide l'esprit en lac de montagne. On n'a personne pour nous commander, on est bien, on est calme, on est reposé. Moi je suis mécanicien outilleur, je travaille sur des presses à découper, emboutir et sur des machines à injection plastique. J'ai 53 ans, normalement il me reste encore 7 ans à travailler et après je pourrai aller plus souvent à la pêche. Ah j'en ai une je crois, j'en ai une. Ouais, j'en ai une, beau poisson. Non ça n'a pas traîné hein, ça n'a pas traîné. Elle saigne pas. Oh, elle doit faire dans les 28 cm. Ça y est, elle a repris ses esprits. S'il viendra une fois, tu feras une pêche formidable. Jolie pêche. Tu reviens le lendemain, tu touches pas un poisson. Ah, faut y croire, hein, la pêche, hein, en lac de montagne. Hein.